Projet de loi très contesté sur le renseignement, adopté en première lecture tout à l'heure à l'Assemblée avec une majorité beaucoup plus large qu'imaginé par certains, 438 voix. Une loi qui prévoit d'élargir les méthodes de surveillance pour lutter contre le terrorisme. La coalition tarde à se mettre en place autour de Netanyahou en Israël. Il ne reste plus qu'un peu plus de 24 heures au Premier ministre pour former sa coalition, où il pourrait perdre l'initiative de la former. L'État islamique tente de prendre pied aux États-Unis. Le groupe terroriste a revendiqué l'attaque menée par 2 hommes au Texas hier matin. Les 2 suspects radicalisés qui étaient déjà placés sous surveillance. Grand Direct, avec Jean-Charles Banou. Bonsoir à tous. Premier obstacle franchi donc pour une loi très controversée, la loi sur le renseignement. Elle vient d'être adoptée à l'Assemblée nationale. En France, il s'agit de renforcer les moyens de surveillance pour lutter contre le terrorisme, ce qui a déclenché une levée de boucliers de la part des défenseurs des libertés publiques, craignant une surveillance tous azimuts. Julia Guénancia. Un texte nécessaire et équilibré pour les uns, dangereux et liberticide pour les autres. Depuis sa présentation en Conseil des ministres il y a plus de 2 mois, le projet de loi renseignement a fait l'objet de nombreux débats entre partisans et détracteurs. D'abord, le projet de loi énonce des domaines que peuvent invoquer les services pour justifier leur surveillance. Il s'agit notamment de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et de la défense nationale, de la prévention du terrorisme, mais également des intérêts majeurs de la politique étrangère, ainsi que de la prévention des atteintes à la forme républicaine des institutions et de la criminalité et de la délinquance organisée. Des formulations parfois larges qui inquiètent les opposants au texte qui craignent qu'elles puissent permettre de surveiller de simples activistes ou des manifestants. Le contrôle de cette surveillance sera confié à une nouvelle autorité administrative indépendante, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, composée de 6 magistrats du Conseil d'État et de la Cour de cassation, de 3 députés et 3 sénateurs de la majorité et de l'opposition et d'un expert technique. Sauf qu'en cas d'urgence, le Premier ministre pourra passer outre l'avis de la Commission, mais devra alors motiver sa décision. Et le projet de loi entend aussi mettre à profit les opérateurs Internet. C'est l'une des dispositions les plus contestées. Elle prévoit de pouvoir contraindre les fournisseurs d'accès à Internet à détecter une menace terroriste sur la base d'un traitement automatisé. En pratique, le contenu des communications ne serait pas surveillé, mais uniquement les métadonnées. Origine ou destinataire d'un message, adresse IP d'un site visité, durée de la conversation ou de la connexion, des données qui ne seraient pas conservées. Enfin, le projet de loi souhaite détecter des profils de terroristes potentiels et pour cela, étendre la surveillance électronique à toutes les personnes en contact avec des personnes déjà suspectées. En 2014, 60% des écoutes administratives visaient la criminalité organisée, 24% le terrorisme et 15% le contre-espionnage. Depuis l'attaque meurtrière contre Charlie Hebdo, la part dédiée au terrorisme est montée à 48%. Alors, Léa Berdugo, bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. C'est vrai que le débat a été vif, mais à l'arrivée, c'est largement que ce projet de loi a été adopté. Exactement, il a été adopté très largement même, avec 438 voix pour et 86 contre. Alors, la majorité des députés UMP a voté pour, le gouvernement a donc réussi son pari. Alors, le texte va être débattu à la fin du mois au Sénat. Il définit les missions des services de renseignement, ainsi que le régime d'autorisation et de contrôle des techniques d'espionnage. Alors, le Premier ministre Manuel Valls s'est félicité dans les couloirs de l'Assemblée de l'issue du vote. Je veux d'abord me féliciter de ce résultat très large, d'une très large majorité en faveur du texte sur le renseignement. Texte qui préserve nos libertés fondamentales, mais texte qui encadre l'activité de nos services de renseignement et qui leur donne davantage de moyens pour qu'il soit le plus efficace possible face à la menace terroriste, mais aussi dans la lutte contre la grande criminalité ou encore face à l'espionnage économique. Alors Manuel Valls a loué la capacité des députés à se rassembler lorsqu'il s'agissait de la sécurité du pays. Il a aussi dénoncé les polémiques parfois
inutile la qualification de liberticide également de certains aspects du texte. Alors parmi les professionnels du renseignement, eh bien on se réjouit de cette loi. Cela rassure certains agents inquiets d'opérer dans un vide juridique. Un responsable d'un service s'exprime sous couvert d'anonymat. Il n'y a rien dans cette loi que les services ne mettaient déjà en application. Alors réjouissance pour les uns, mais opposition encore pour les autres, notamment parmi les députés. Oui, effectivement, de nombreux députés ne partagent pas l'avis de Manuel Valls. 75 membres du Parlement vont saisir le Conseil constitutionnel, et cela indépendamment de la saisine de François Hollande qu'il avait annoncé un peu plus tôt face au débat que cette loi avait créé. Eh bien, Pierre Lelouch, député UMP, désapprouve cette loi. Je vous propose de l'écouter. Le jeu n'est pas de savoir s'il y a des gens qui sont pour les terroristes et des gens qui sont contre les terroristes, comme on a pu l'entendre hélas au début de cette discussion. C'était de savoir quel est le juste équilibre entre la protection de nos concitoyens et le maintien de notre état de droit et des principes fondamentaux du droit français depuis Montesquieu. À savoir que l'exécutif ne peut pas s'arroger le droit de lancer des enquêtes sur tout le monde. Alors, 10 socialistes ont voté contre. Les élus du Front de gauche également n'ont pas approuvé le texte par sens de l'état de droit, ont-ils dit. Des critiques qui vont dans le sens de celles exprimées hier lors d'une manifestation contre le projet de loi intitulée 24 heures avant 1984, du nom du célèbre roman de George Orwell. Merci Léa Berdugo. Alors l'une des critiques justement apportées cette loi, c'est la crainte du fichage systématique. Eh bien c'est une autre polémique liée au fichage qui s'est déclenchée aujourd'hui en France. Elle est partie du maire de Béziers, Robert Ménard, élu avec le soutien du Front National. Il aurait organisé, il a même avoué carrément sur un plateau de télévision, eh bien, le classement des élèves de sa commune en fonction de leur prénom, pour en déduire leur appartenance religieuse. Le parquet a ouvert une enquête préliminaire. Il y a même une perquisition dès aujourd'hui à la mairie de Béziers, tandis que la classe politique s'est indignée. Elsa Mourgue. Je sais que je n'ai pas le droit, mais on le fait. Ces mots prononcés par un élu de la République, Robert Ménard, sur un plateau télévisé, ont de quoi interpeller. Invité de l'émission Mots croisés, ce proche de Marine Le Pen a pleinement assumé le fait que sa mairie soit dans l'illégalité, en élaborant un fichage ethnique de ses élèves. Moi, ces chiffres, c'est ceux de ma mairie. C'est ceux de ma mairie. Les chiffres, c'est les chiffres nationaux, là, pour le coup. On les a. Pardon de vous dire que le maire, il a classe par classe les noms des enfants. Je sais que je n'ai pas le droit de le faire. D'après le maire de Béziers, ce fichage, basé sur les prénoms des élèves, lui permettrait d'affirmer que 64% d'entre eux sont musulmans. Outre l'absurdité de la méthode en question, la loi française interdit rigoureusement d'établir des statistiques ethniques et religieuses. La justice a donc ouvert une enquête préliminaire ce mardi, alors que la municipalité de Béziers a démenti les propos du maire sur la page Facebook de la ville. La mairie de Béziers ne constitue pas et n'a jamais constitué de fichier des enfants scolarisés dans les écoles publiques de la ville. Le voudrait-elle qu'elle n'en a d'ailleurs pas les moyens? Il ne peut donc exister aucun fichage des enfants musulmans ou non. Les propos de Robert Ménard ont soulevé un tollé sur les réseaux sociaux et chez les hommes politiques, de gauche comme de droite. Plusieurs membres du gouvernement ont condamné fermement le fichage d'écoliers selon leur religion. Nous parlons donc d'un maire qui établit des fichiers, établit une classification, établit des statistiques concernant des enfants dans les écoles, dans nos écoles, en se basant sur une religion supposée, en associant un prénom, un nom de famille à une conviction religieuse. Cette pratique n'est pas seulement illégale, vous l'avez très bien dit, elle est contraire aux valeurs de la République et elle fait honte au mandat qui lui a été confié. Et le Parti socialiste a saisi mardi la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, et le défenseur des droits sur cette question, évoquant un fichage digne de la Seconde Guerre mondiale. Alors, invité de ce journal en duplex depuis Paris, le politologue Joël Gombin. Bonsoir à vous, merci d'être là. Vous êtes spécialiste du Front National. Quand vous entendez cette polémique déclenchée par Robert Ménard à Béziers, est-ce qu'on est là justement face à un cas d'école, de mesures prônées justement par le Front National et mises en application et qui déclenche immédiatement une polémique ?
Pour l'instant, les choses sont un peu floues puisque personne n'a réussi à comprendre très précisément ce que Robert Ménard entendait faire de ces statistiques. Alors, il faut rappeler que Robert Ménard n'est pas membre du Front National, il a été élu avec le soutien du Front National. Je ne crois pas que le Front National ait donné de position nationale sur ce sujet-là, mais il est clair qu'un certain nombre d'élus du FN ont soutenu Robert Ménard. À mon sens, ce que ça révèle surtout et qui est très présent à l'extrême droite, c'est une vision au fond très ethno-culturelle de la société, c'est-à-dire où les gens pourraient être assignés à résidence en fonction de leur prénom, de leur religion supposée, de leur ethnie supposée. C'est extrêmement fixiste comme vision de l'identité des gens. Alors, il s'est quand même défendu, Robert Ménard, cet après-midi, en disant que finalement il y avait de l'hypocrisie parce que ce que lui fait ouvertement, il dit que tous les maires, et il a peut-être raison, peuvent le faire sans le crier sur les toits. Est-ce que vous pensez que c'est une pratique qui existe aujourd'hui dans la République ? Écoutez, j'en sais rien. Moi, j'ai jamais entendu de choses comparables. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que c'est une pratique qui est totalement illégale. La loi informatique et liberté de 1978 interdit de constituer des fichiers de données personnelles qui comportent des informations telles que la religion, la race ou l'origine des individus. Donc, si d'autres maires le font, ils s'exposent à des sanctions pénales. Mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui, en tout cas, un tabou parce que ça peut être utilisé à des fins qui peuvent être légales, mais le simple fait de ficher les élèves en fonction de leur origine ethnique, cela est interdit, on est d'accord? Oui, absolument. Absolument, c'est illégal. Alors, on va rester justement à l'extrême droite et je vous demande de rester avec nous, justement, Joël Gomba, parce qu'on va parler maintenant de la crise au Front National. C'est un sujet que vous connaissez bien. Jean-Marie Le Pen qui a réagi aujourd'hui de manière très virulente à la décision visant à le suspendre du parti hier. C'était lors d'un bureau exécutif. Le père de Marine Le Pen évoque ni plus ni moins que la répudiation de sa fille dont il ne souhaite pas la victoire en 2017. Rupture consommée et peut-être irréparable. Léa Berdugo. Les mots sont fleuris ce mardi au Front National. Les langues se délient et les membres du parti d'extrême droite redoublent d'inventivité pour s'attaquer. À l'origine de la crise, la suspension de Jean-Marie Le Pen par sa fille Marine. Le fondateur du FN refuse d'accepter la décision du bureau exécutif qu'il qualifie de peloton d'exécution. Il crie au scandale et agite la corde sentimentale. Écoutez, je pense que c'est une félonie. Et je dois dire que j'ai honte que la présidente du Front National porte mon nom. Et je souhaiterais d'ailleurs qu'elle le perde le plus rapidement possible. Jean-Marie Le Pen poursuit en disant qu'il se battra pour rétablir la justice. Le président d'honneur du FN dit même vouloir se poser en obstacle dans la course de sa fille à la présidentielle de 2017. Un éventuel succès serait scandaleux, dit-il. Outrance, répond Marine Le Pen. Elle ajoute les mots de violence et de dérive. Selon la présidente du FN, ce comportement montre qu'il n'y avait pas d'autre solution que la suspension de son père. Autre rebondissement de la journée, la décision de Marion Maréchal Le Pen de demander un délai de réflexion pour sa candidature en région PACA, une annonce faite au quotidien Le Figaro. Elle s'est toutefois défendue de tout soutien à son grand-père, dont elle ne veut pas être prise en otage. Pour la jeune députée, les attaques de Jean-Marie Le Pen envers sa fille sont des paroles d'émotion et de blessures affectives plus que de raisons politiques. L'objectif exclusif de tels mots est de blesser volontairement, ajoute-t-elle. L'avenir de Jean-Marie Le Pen sera lui fixé dans 3 mois lors de l'Assemblée générale du FN. Il sera décidé si le parti lui retire ou non le titre de président d'honneur. Voilà donc pour cette nouvelle journée de crise familiale au Front National. Joël Gomba, vous êtes toujours avec nous depuis Paris. Quel impact cela peut-il avoir? Parce que là, ça devient quand même quelque chose d'assez cru au niveau familial, cette dispute père et fille. Quel impact ça peut avoir sur le Front National en tant que parti et vis-à-vis des électeurs? Alors, il y a 2 dimensions qu'il faut distinguer. L'impact que ça peut avoir à l'intérieur du parti. Et ça, je crois que pour l'instant, il est un peu trop tôt pour le mesurer parce que ça dépendra, à mon sens, beaucoup des conditions dans lesquelles sont organisées l'Assemblée générale extraordinaire qui doit supprimer la vice-présidence du Front National, la présidence d'honneur du Front National et des questions qui seront posées aux adhérents. On peut imaginer en effet que d'autres questions soient éventuellement posées aux adhérents, par exemple sur un éventuel changement de nom du Front National ou que sais-je. Et donc on verra si la manière dont
dont ce débat est organisé laisse prise à l'affirmation d'un clivage politique, ou si au contraire on assistera à une unanimité pour valider la décision de Marine Le Pen. Ensuite, en ce qui concerne les conséquences externes du point de vue électoral et politique pour le Front National, je pense, en tout cas à l'heure actuelle, les choses peuvent évoluer, mais je pense à l'heure actuelle qu'elles seront assez faibles. Je ne crois pas qu'il y ait d'électorat personnel de Jean-Marie Le Pen. Je crois que l'électorat du Front National est avant tout un électorat qui se fie à l'étiquette du Front National, qui est assez loyaliste vis-à-vis du parti. En revanche, on peut imaginer, si la communication de Marine Le Pen est efficace, qu'un certain nombre d'électeurs considèrent que la dédiabolisation a bel et bien réussi, et donc qu'ils peuvent désormais voter pour le Front National. Dernière question à vos souhaits, Joël Gomba, concernant justement Jean-Marie Le Pen. Est-ce qu'à votre avis, il a encore la possibilité de nuire à sa fille, parce qu'il a l'air extrêmement en colère après elle, c'est le moins qu'on puisse dire? Oui, il a une capacité de nuisance, au moins sur le plan financier, puisqu'il contrôle un certain nombre d'organismes qui financent le Front National. Et puis, sur le plan politique, on verra quels sont les choix qu'il opère dans les mois qui viennent. Mais il a un impact médiatique qui peuvent continuer de porter, même si, comme je le disais, je pense que la loyauté des électeurs restera au Front National. Mais je pense que c'est avant tout sur le plan financier et juridique que les choses vont se jouer. Merci beaucoup Joël Gomba. Je rappelle que vous êtes politologue, vous étiez en direct de notre studio à Paris, spécialiste du Front National. Et puis à l'instant, on apprend que le bureau politique de l'UMP a approuvé quasiment à l'unanimité le nouveau nom voulu par Nicolas Sarkozy, les Républicains. Mais cela doit être encore entériné par un vote des militants qui est prévu à la fin du mois. C'est la première fois qu'un chef d'État occidental participe à un sommet arabe des pays du Golfe. C'est le cas de François Hollande qui est en visite à Riyad depuis aujourd'hui. Sommet consacré évidemment au conflit en cours au Yémen, en Syrie ou en Irak, mais aussi à la situation de l'Iran. Joseph Emmanuel. Hier au Qatar, aujourd'hui invité d'honneur au sommet des 6 monarchies du Golfe en Arabie Saoudite, une véritable lune de miel entre la France et les pétromonarchies. C'est la première fois qu'un chef d'État occidental assiste à ce sommet arabe et François Hollande écoute avec attention le prince héritier du royaume. La région traverse une période difficile et est confrontée à de nombreux défis qui exigent que nous redoublions d'efforts afin de préserver les acquis de nos peuples et de nos pays. Des acquis absents de l'ordre du jour. Au menu des discussions, le programme nucléaire de l'Iran, la lutte contre le groupe État islamique et la guerre au Yémen, conduite par une coalition sous commandement saoudien. Une guerre à laquelle ne participe pas la France, mais François Hollande souligne tout de même la fiabilité de son pays dans le soutien apporté à la stabilité de la région. Aujourd'hui, la France soutient l'opération Tempête décisive. Désormais, restaurer l'espoir, parce qu'il s'agit d'assurer la stabilité du Yémen, et vous savez que vous pouvez compter sur la France. Une lune de miel confirmée par une politesse brûlée. La France passe en effet devant l'Amérique dans l'ordre de passage. Le secrétaire d'État américain sera reçu par le Royaume ce mercredi. Plusieurs autres signes de cette lune de miel, 24 rafales vendues 6 milliards d'euros au Qatar et la fermeté que montre la France face à l'Iran dans les négociations sur le nucléaire. La relation entre la France et les monarchies du Golfe reprenait des couleurs il y a 2 ans quand François Hollande levait le ton face à Bachar el-Assad. A l'inverse, les princes arabes n'avaient pas du tout apprécié la volte-face du président américain qui avait renoncé in extremis à intervenir militairement. Les sujets qui fâchent ne seront donc pas officiellement abordés. Droits de l'homme, mais surtout droits de la femme, dans le seul pays au monde où l'on donne légalement la mort par lapidation. Un rappel tout de même, lors d'une conférence de presse à l'issue de sa visite, de la position française concernant la peine de mort. La lune de miel s'achèvera par une déclaration commune franco-saoudienne. Et autre première également, cette fois en Somalie, cette visite du secrétaire d'État américain John Kerry. Il s'est rendu à Mogadiscio tout à l'heure. Visite surprise dans l'enceinte de l'aéroport. Vous le voyez sur ces images et sous très haute surveillance, car ce pays est en proie à une guerre civile menée avec les islamistes Shebab. Il a réaffirmé le soutien des Américains à la lutte contre le terrorisme en constatant que des progrès avaient été réalisés.
Au Texas, les enquêteurs travaillent sur la piste de l'État islamique après la tentative d'attentat contre un concours de caricature de Mahomet organisé hier à Garland dans le Texas. Le groupe djihadiste a revendiqué cette attaque avortée sur sa radio depuis la Syrie, alors que le profil des 2 terroristes tués montre qu'ils s'étaient radicalisés. Julia Ganancia. C'est la première fois que l'État islamique revendique une attaque sur le sol américain. Et l'organisation terroriste promet plus d'attaques aux États-Unis. Dimanche, dans la grande banlieue de Dallas, 2 hommes lourdement armés tentent d'attaquer un concours de caricature du prophète Mahomet, un rassemblement organisé par une association considérée comme islamophobe. Les 2 assaillants blessent légèrement un garde de sécurité avant d'être abattus par un policier. Le drame a pu être évité. Selon le porte-parole de la police de Garland, les 2 hommes étaient munis de fusils mitrailleurs. Il a fait ce pourquoi il était entraîné. Et étant donné les coups de feu tirés vers lui, il a fait un boulot exemplaire, en sauvant probablement des vies. Si l'attaque a été avortée, la symbolique est grande puisque l'État islamique a réussi à inciter 2 Américains à commettre une attaque contre leur propre pays. Les 2 islamistes présumés étaient Elton Simpson, 31 ans, et Nadir Soufi, 34 ans, qui partageaient un appartement à Phoenix, dans l'Arizona. Elton Simpson avait fait l'objet d'une enquête du FBI pour avoir exprimé l'intention de faire le djihad. Il se disait persécuté à cause de sa religion. Elton Simpson rêvait d'une carrière de basket et a eu un accident de voiture. Il s'est converti à l'islam suite à cela. Il tweetait son sentiment de frustration. En mars, bientôt vous ne pourrez plus vivre comme musulman en Amérique, l'étau se resserre. Quelques minutes avant l'attaque, il tweet « qu'Allah nous accepte en tant que moudjahidine ». Il n'y a aucune excuse pour une attaque de ce type, même si l'événement visé était anti-islam. Nous pensons que même les personnes sectaires comme Pamela Geller, Robert Spencer et Geert Wilders ont le droit d'exprimer leur haine et leur intolérance. Et nous avons le droit de défier de manière pacifique ce sectarisme. Mais il n'y a rien qui justifie la violence. L'enquête du FBI dira si les 2 hommes étaient vraiment en lien avec l'organisation État islamique. Une stratégie profitable aux mouvances djihadistes qui se retrouvent à la tête d'un réseau mondial de terroristes potentiels prêts à passer à l'action en leur nom, y compris sur le territoire américain. Alors on va retrouver en direct de New York aux États-Unis notre correspondant David Benaïm. Bonjour David. Est-ce que les États-Unis prennent au sérieux justement les menaces de l'État islamique de procéder à des attentats sur le sol américain ? Jusqu'à présent, la menace terroriste ici a toujours été associée à Al-Qaïda ou à un sentiment de revanche contre les États-Unis vis-à-vis des conflits en Irak ou en Afghanistan. Le dernier traumatisme étant les attaques du marathon de Boston il y a 2 ans perpétrées par les frères Tsarnaev qui n'étaient affiliés à aucun groupe en particulier. Depuis, le président américain n'a fait aucune référence à un danger de prolifération de violence de djihadistes aux États-Unis. L'attaque de dimanche n'a pas fait l'objet de déclarations solennelles d'Obama. Seul son porte-parole a dit qu'aucune forme d'expression ne justifie un acte de violence. Et pour l'instant, la Maison-Blanche n'a pas classifié l'incident comme un acte terroriste. Du point de vue des agences d'intelligence, le FBI et la NSA, par contre, se sont mobilisés depuis 2013 à repérer, sous couvert du Patriot Act, les communications des recrues potentielles sur les réseaux sociaux et le deep web, les forums d'échange cryptés de la toile. Alors justement, est-ce que les appels au djihad, on voit que l'État islamique recrute beaucoup en Europe, est-ce que c'est aux États-Unis la même chose? Est-ce qu'il y a un succès justement rencontré par ces appels au djihad? Le nombre d'Américains enrôlés dans les rangs de Daesh reste très modeste, particulièrement si on compare ces chiffres avec ceux des recrues en provenance d'Europe. Depuis 2013, 29 personnes ont été condamnées, ou pour les plus jeunes, détenues dans des centres pour adolescents pour avoir tenté de rejoindre l'État islamique en Syrie. Et depuis les chiffres du FBI, d'après les chiffres du FBI, une minorité sont des convertis récents à l'islam. 11 sont des adolescents. On retrouve une forte concentration de ces jeunes à Minneapolis, des musulmans d'origine somalienne qui s'étaient auparavant engagés auprès d'Al-Shabaab, la branche somalienne d'Al-Qaïda, et qui depuis se sont tournés vers l'État islamique. En mars dernier, à Brooklyn, 3 hommes ont été arrêtés et condamnés pour conspiration de terrorisme liée à Daesh. Et quelques jours plus tard, c'est un adolescent de 17 ans de Virginie, féru d'informatique, qui s'était fait arrêter pour avoir aidé un de ses amis à se rendre en Syrie. Merci David Benaïm, donc en direct de New York, correspondant d'i24 News. On parle maintenant de ce rapport d'une organisation non gouvernementale israélienne sur l'attitude de Tsahal durant la guerre à Gaza qui fait débat. Il s'agit de Breaking the Silence, rompre le silence littéralement, ONG qui entend dénoncer les dérives de l'armée israélienne en s'appuyant sur des témoignages de soldats israéliens. Selon certains d'entre eux, les ordres donnés permettaient aussi de viser des civils à Gaza. Reportage Maxime Pérez. Presque un rituel. À chaque guerre ou opération, l'armée israélienne se retrouve sur le banc des accusés.
Et à chaque fois, l'organisation Brisons le silence y va de son rapport sur l'attitude des militaires israéliens. 10 mois après l'opération Bordure protectrice à Gaza, l'ONG israélienne publie de nouveaux témoignages à charge. 70 soldats et officiers, simples appelés ou réservistes, dénoncent les dérives de Tsahal dans la bande de Gaza. Ce qui ressort clairement des témoignages que nous avons recueillis, c'est que les soldats n'ont pas enfreint les règlements militaires. Les soldats ont fait exactement ce que l'armée leur a demandé de faire. Les règles d'engagement étaient comme ceci, on largue des tracts et on lance un ultimatum aux civils. Une fois l'ultimatum dépassé, on tire sur tout ce qui bouge. Yehuda Shaul n'en est pas à son premier réquisitoire contre l'armée israélienne. Une armée qu'il a servi en tant qu'officier dans les territoires palestiniens pendant les années noires de la seconde intifada. Aujourd'hui, il s'élève contre l'idée que Tsahal serait l'armée la plus morale au monde. Ce qui est troublant, c'est de continuer à entendre le discours officiel, à savoir « on a tout fait pour éviter les pertes civiles ». Mais toute personne qui connaît les règles de la guerre sait que c'est de la poudre aux yeux. Vous ne pouvez pas tirer des milliers d'obus d'artillerie sur la bande de Gaza et prétendre que vous avez tout fait pour épargner les civils. Accusé par certains d'attiser la haine d'Israël, de participer à sa délégitimation, l'ONG Brisons le silence s'en défend. Son combat, disent ses membres, c'est précisément celui de la morale. Ce qui nous importe, c'est ce qu'est Israël et non pas comment ce pays est perçu à l'étranger. C'est un vrai combat pour notre morale, pour l'identité de notre société, ce pourquoi nous vivons, notre éthique. L'armée israélienne réfute les accusations portées à son encontre et accuse le Hamas d'avoir systématiquement utilisé la population civile comme bouclier humain. Et si son expérience, ajoutée aux technologies de pointe, n'ont pas suffi à éviter les dommages collatéraux, Tsahal considère que ses soldats sont libres de refuser des ordres dans le respect des institutions militaires. L'armée israélienne n'a jamais visé de civils de manière intentionnelle. Si un soldat pense avoir mal agi, son devoir moral est de s'en remettre à la police militaire, au parquet militaire, de sorte qu'une enquête puisse avoir lieu. Il n'empêche, plusieurs ONG israéliennes ont décidé de ne plus coopérer avec le parquet militaire après l'opération à Gaza. Jusqu'ici, 13 enquêtes ont été ouvertes pour divers incidents impliquant des pillages ou la mort de civils. Alors c'est un sujet qui fait débat et on va y revenir plus largement dans une trentaine de minutes avec des invités, notamment Meir Dahan qui est lieutenant-colonel de réserve dans l'armée israélienne et qui a participé à la dernière opération Bordure protectrice. Le journaliste essayiste Marius Shatner sera également avec nous, ainsi que Nadia Ellis qui est chercheuse à l'université de Tel Aviv et spécialiste dans l'analyse du discours. Dans un instant, on va s'intéresser à l'incertitude qui règne autour de la coalition qu'est censé former le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Vous vous souvenez qu'il avait gagné largement les élections israéliennes. Eh bien, il a peut-être gagné, mais il n'est pas sûr de pouvoir diriger un nouveau gouvernement car il n'a toujours pas de majorité et la date limite expire demain soir. On en parle largement dans un instant. À tout de suite. Le projet de loi très contesté sur le renseignement adopté en première lecture à l'Assemblée nationale avec une majorité très large de 438 voix. Il va élargir les méthodes de surveillance pour lutter contre le terrorisme. La coalition tarde à se mettre en place autour de Netanyahou en Israël. Il ne reste qu'un peu plus de 24 heures au Premier ministre pour former sa coalition ou alors il pourrait perdre l'initiative de la former. On en reparle dans une seconde. L'État islamique tente de prendre pied aux États-Unis. Le groupe terroriste a revendiqué pour la première fois l'attaque menée par 2 hommes au Texas hier matin, 2 suspects radicalisés qui étaient déjà sous surveillance. Le suspense demeure donc en Israël à un peu plus de 24 heures de la date butoir pour la présentation d'un nouveau gouvernement et donc d'une coalition. Alors que Lieberman a fait défection hier à droite, on s'interroge à présent sur d'autres membres importants de cette coalition et par exemple le parti Foyer Juif de Naftali Bennett qui pourrait donc remettre en cause la majorité absolue dont dispose Netanyahou. Joseph Emmanuel. Il est engagé dans une course contre la montre pour former son gouvernement.
Un jour après la défection surprise de l'actuel ministre des Affaires étrangères, le Premier ministre israélien a signé des accords de coalition avec 4 des 5 partis devant entrer dans la coalition. Un récalcitrant, Naftali Bennett, chef de file du parti nationaliste religieux Foyer Juif. Il aurait rompu le contact avec Benjamin Netanyahou un jour avant la date limite, une façon peut-être de faire monter les enchères. Les analystes parlent d'une tactique évidente et transparente bien connue, monnayer son entrée dans le prochain gouvernement et obtenir peut-être le prestigieux portefeuille ministériel des Affaires étrangères, un portefeuille promis à Avigdor Lieberman. Une tactique qui peut échapper aux uns et aux autres et qui ferait tomber, à cause d'un parti de droite, un gouvernement de droite. Le président de l'État se verrait alors dans l'obligation de confier à la gauche israélienne la formation d'un nouveau gouvernement, un scénario déjà vu en Israël, mais un scénario peu probable aujourd'hui. Le Premier ministre devra certainement commencer à gouverner avec une majorité de 61 sièges, une majorité ténue d'une voix qui la mettrait à la merci du premier député venu. Une configuration toute singulière, le Premier ministre sortant avait précisément fait le pari de dissoudre son gouvernement précédent pour reconstruire une majorité solide. 24 heures avant l'ultimatum, l'incertitude demeure. Une situation toute paradoxale pour le Premier ministre israélien. Son parti obtenait un excellent score lors des élections de mars. Il est aujourd'hui dans une situation très délicate pour former une coalition impossible. Alors, est-on à la veille d'une nouvelle crise politique majeure en Israël? On va en parler avec deux observateurs avisés de cette situation. Je salue tout d'abord Emmanuel Alperine, bonsoir. Vous avez travaillé pendant longtemps à la télévision israélienne, vous êtes journaliste, et puis donc Daniel Haïk, analyste politique. D'abord, où en est-on là à l'heure qu'il est? Est-ce que ça évolue? C'est en train d'évoluer, mais il n'y a pas encore de véritable contact officiel entre Benjamin Netanyahou et Naftali Bennett. On peut dire que pour Benjamin Netanyahou, ce qui devait être une véritable promenade de santé est en train de se transformer en un petit cauchemar. Qui aurait pu imaginer qu'il aurait fallu plus de 41 jours à Benjamin Netanyahou pour former cette coalition. Après sa victoire majeure avec 30 députés, on pensait que cela devait être donc une promenade de santé. Finalement, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Ça a été rendu compliqué par, on va dire, ce qu'on pourrait appeler la désertion d'Avigdor Lieberman, et aussi par le fait que Benjamin Netanyahou a fait traîner Naftali Bennett, et qu'en agissant ainsi, il risque de se retrouver dans une situation d'infériorité. Aujourd'hui, c'est Naftali Bennett qui a les cartes, qui a les atouts entre les mains et qui a la possibilité de faire pression sur Benjamin Netanyahou et d'exiger un peu plus. Il y a quelques minutes, on a appris que Naftali Bennett exigeait pour sa collègue Ayelet Shaked le portefeuille de la justice. C'est un portefeuille extrêmement important et c'est une nouvelle condition posée par Naftali Bennett pour rentrer dans la coalition gouvernementale. On va assister pendant les 24 prochaines heures à un véritable bras de fer entre Naftali Bennett et Benjamin Netanyahou. On verra qui va céder le premier dans ce bras de fer assez important. Alors, Emmanuel Alperine, est-ce que vous êtes surpris? Est-ce que c'est parce qu'il a gagné trop largement finalement qu'il se retrouve en difficulté aujourd'hui, Netanyahou? C'est vraiment surprenant parce que, en fait, l'électeur a dit ce qu'il voulait. Il voulait un gouvernement de droite. 67 députés. On ne peut même pas dire sur 120 parce que si on tient compte du fait que 13 députés arabes, ils ont bien sûr le rôle à jouer à la Knesset, mais ils ne sont pas membres d'une coalition quelconque. Donc c'est 67 députés sur 107. Si on enlève... voilà. Alors, c'est vraiment une majorité très nette. Et en plus, ce sont des partis qui ont vraiment beaucoup de choses en commun. C'est pas comme le précédent gouvernement. Donc, c'est une situation qui tient de la farce et de la farce absurde. Et cela montre à quel point le système politique israélien devrait être réformé. Parce que vraiment, on donne 30 sièges au parti du Premier ministre, et le Premier ministre n'arrive pas à constituer un gouvernement. Ce que tu viens d'appeler conditions posées par Bennett, c'est du chantage. Pas des conditions, c'est carrément du chantage. Mais il est en mesure de le faire aujourd'hui. Il peut le faire, oui, mais c'est incroyable. Je veux dire, c'est un allié naturel du Premier ministre, et il se permet... Non, ça va s'achever d'une manière ou d'une autre. Alors, il faut voir quelles sont les possibilités. La première possibilité, c'est que le Premier ministre, M. Netanyahou, vienne demain voir le président de la République et lui dise voilà, je ne suis pas arrivé, il n'y a rien à faire. Et à ce moment-là, il perd totalement, d'après la loi israélienne, toute possibilité de former un gouvernement. Tout en ayant gagné les élections, mais il perdrait... Alors, vous comprenez bien que ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire j'ai formé un gouvernement.
Alors, la question est de savoir si le président lui dira à ce moment-là « Montrez-moi les 61 noms de députés qui vous soutiennent ». Il ne le fera sans doute pas. Mais je suppose que ce que M. Netanyahou part faire, c'est dire, écoutez, moi, je n'ai pas encore les 61 noms, mais enfin, j'ai un gouvernement, vous comprenez bien, j'ai un gouvernement, c'est juste des chantages de dernière minute. Et il aura à ce moment-là encore une semaine jusqu'à la présentation du gouvernement pour finaliser. C'est sans doute ce qui va se passer. Mais, comme tu l'as dit, 61 députés. Là, ce n'est pas un gouvernement stable. Donc la porte reste ouverte dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, à ceux qui normalement se dessinaient avec le résultat des élections et avec la situation politique d'Israël dans le monde aujourd'hui, c'est-à-dire un gouvernement d'union avec le Parti travailliste. C'est ce qui va sans doute se passer. Vous êtes d'accord, Daniel? Alors, c'est tout à fait possible. Et c'est la raison pour laquelle le parti de Naftali Bennett, les membres du parti à tous les échelons sont en train de le pousser à aller jusqu'au bout. Parce que l'on comprend très bien que c'est l'intention de Benyamin Netanyahou d'élargir cette coalition gouvernementale en faisant rentrer les travaillistes, l'Union sioniste. Et on comprend aussi très bien que si l'Union sioniste rentre, eh bien, Benyamin Netanyahou s'empressera de se débarrasser de Naftali Bennett. Donc, quelque part, il n'est pas impossible que Naftali Bennett exige peut-être même un accord devant avocat qui garantirait son maintien dans la coalition gouvernementale, même après l'entrée de l'Union sioniste. Et tout cela, c'est le résultat, il faut avouer, de ce que l'on pourrait appeler une forme de péché par orgueil de la part de Benyamin Netanyahou. Benyamin Netanyahou aurait dû tout de suite conclure un accord, il avait promis de le faire avec Naftali Bennett, puisque c'est son allié traditionnel, c'est son allié le plus naturel au lendemain des élections, et surtout après que le parti de Naftali Bennett se soit couché sur les rails pour essayer de remonter le Likoud. Une partie de l'électorat de Naftali Bennett a voté en faveur du Likoud pour permettre à Netanyahou de se renforcer et de passer devant l'Union sioniste. Il aurait dû conclure un accord avec Naftali Bennett en premier. Il n'aurait pas dû, par exemple, signer un accord de coalition avec le parti d'Aryeh Deri, le parti Chasse, en lui confiant par exemple l'intégralité du portefeuille des cultes. Cela ne dira pas grand-chose à tous nos téléspectateurs, mais le portefeuille des cultes, pour le parti de Naftali Bennett, c'est un point important. Donc il y a plusieurs erreurs, et puis l'erreur majeure de Benyamin Netanyahou, c'est de n'avoir pas compris qu'Avigdor Lieberman était en train de lui jouer un sale tour, et qu'il avait programmé de jouer un sale tour. C'était connu, on le sentait d'avance depuis quelque temps. Avigdor Lieberman est en colère depuis de longs mois contre Benyamin Netanyahou. Il a sa vengeance aujourd'hui. Le problème finalement de Netanyahou, c'est qu'il ne t'a pas pris comme conseiller après les élections, parce que tu lui aurais tout expliqué et il n'y aurait pas eu de problème. Mais rétroactivement, en fait, c'est plus compliqué que ça. J'ai l'impression que c'est plus compliqué que ça. J'ai l'impression que le Premier ministre qu'il voulait dès le départ, c'est un gouvernement de large union. Mais comme il s'est trouvé devant une coalition possible de 67 députés de droite, vous ne pouvez pas dire à la droite, écoutez, ça nous intéresse pas, nous faisons appel au Parti travailliste. C'est finalement, à mon sens, je peux me tromper évidemment, puis il m'arrive souvent de me tromper, mais enfin, il me semble que c'est ce qui va se passer, parce que c'est l'intérêt d'Israël. Il n'y a pas de grande divergence de vue sur le plan politique entre le Parti travailliste et le Likoud, pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas de perspective immédiate d'un règlement. Alors évidemment, si demain, après-demain, dans un an ou dans 2 ans, il y a une perspective de quelque chose de nouveau avec les Palestiniens, peut-être que le gouvernement sera dissous, il pourrait y avoir des nouvelles élections dans 1 an ou 2, mais dans l'état actuel des choses, ces 2 grands partis peuvent gouverner ensemble, et ce serait une bonne chose pour Israël, aussi bien pour l'interne, pour Israël à l'intérieur, que pour l'image d'Israël dans le monde. Mais il y a des déchirements aussi au sein du Parti travailliste. C'est ça aussi, c'est qu'au sein du Parti travailliste, tout le monde ne veut pas suivre Benyamin Netanyahou, siéger dans le même gouvernement que Benyamin Netanyahou. On préfère préparer le retour au pouvoir dans l'opposition plutôt que d'être dans un énième gouvernement d'union nationale qui risque d'être, comme on appelle le souvent... Il n'y en a pas eu tellement, mais il y a un précédent. Le précédent, c'est celui de 1977, lorsque Menachem Begin a la possibilité de former un gouvernement. Il l'a fait d'abord avec les ultra-orthodoxes. Il a eu 61 sièges. Il a présenté son gouvernement de 61 députés. Et quelques semaines ou quelques mois plus tard, un parti du centre, même du centre-gauche, qui s'appelait le Dash, complètement oublié aujourd'hui, mais enfin, les anciens s'en souviennent, a rejoint la coalition gouvernementale. Et le gouvernement est resté stable pendant 4 ans. Donc c'est tout à fait possible. Il faut préciser que le gouvernement d'après de Menachem Begin, en 81, a été un gouvernement stable avec 61 députés, comme le gouvernement de
d'Yitzhak Rabin, qui a été relativement stable, avec aussi 61 députés en 1992. Mais c'était une autre situation politique. On n'était pas encore habitué à toutes ces affaires de transfuge, à la force du parti centriste qui pouvait passer d'un côté ou de l'autre. Et donc là, il y a effectivement une situation plus fragilisé de la part pour Binyamin Netanyahou avec un gouvernement de 60 ans. N'empêche qu'il sera vraisemblablement le prochain Premier ministre. Bon, donc vous ne pensez pas qu'il va jeter l'éponge demain soir ? Non, enfin, ce serait ridicule, vraiment. Ce serait aller à l'encontre de l'opinion d'une grande partie des Israéliens. C'est le plus grand parti. Comment voulez-vous que ce ne soit pas le plus grand parti Mais Emmanuel, vous avez commencé en parlant de farce et d'absurde. Ça pourrait être donc aussi ridicule que cela et donc se terminer par sait-on jamais. Un exit de Binyamin Netanyahou. Un dernier mot, parce que c'est aussi quelque chose qu'on ne comprend pas. Pourquoi est-ce que ça prend tant de temps, finalement ? Pourquoi est-ce que ce n'est pas naturellement qu'une fois que c'est un problème parce qu'il y a le temps. Voilà. Ouais. Hein, il faut laisser du temps au temps, comme disait Mitterrand. Il y a le temps. Alors pourquoi faire les choses tout de suite, puisqu'on peut attendre ? Et probablement que si on doit enclencher une réforme du système électoral, il faudra réparer cette incohérence de fait que si ce gouvernement devait être formé en une dizaine de jours, il aurait été formé en une dizaine de jours. Là, on laisse beaucoup trop de temps aux élus, au Premier ministre pour former cette coalition. La réforme qui est envisagée, elle est assez simple, c'est que le parti qui aura obtenu le plus grand nombre de sièges sera, quoi qu'il arrive, celui qui sera chargé de former le gouvernement. Voilà, ce qui évitera peut-être ce qu'on est en train de vivre là, et qui n'est pas terminé, puisqu'il y a encore une deadline jusqu'à demain soir. Merci Emmanuel Alpérine, journaliste, d'avoir été avec nous. Merci Daniel Haïk. On va en reparler évidemment dans les heures qui viennent. Vous vous souvenez sans doute du terrible attentat commis contre la synagogue d'Arnof à Jérusalem. 2 Palestiniens qui avaient massacré 5 Juifs qui étaient en train de prier, puis qui avaient tué un policier israélien appartenant à la communauté druze qui s'était rendu spontanément sur les lieux de l'attaque. Un geste qui vaut aujourd'hui une reconnaissance éternelle de la part des Juifs orthodoxes envers la communauté druze. Une cérémonie avait lieu aujourd'hui à Jérusalem. Reportage Mathias Inbar. Une rencontre franche et cordiale entre un survivant juif orthodoxe et le père d'un policier druze tué lors d'un attentat dans le quartier de Arnof à Jérusalem. Nous savons que notre action n'a pas été vaine. Votre fils a sauvé de nombreux juifs et j'espère que, si Dieu le veut, nous continuerons à avoir d'excellentes relations. Le 18 novembre dernier, 2 terroristes palestiniens pénétraient à l'intérieur d'une synagogue armés de couteaux, de haches et de pistolets. 4 fidèles mouraient sur le coup. Au même moment, le policier druze Zidan Saïf arrivait sur les lieux et tentait de neutraliser les terroristes. Il sera tué dans un vif échange de tirs et en protégeant son coéquipier. Plus de 5 mois plus tard, un fonds de coopération entre orthodoxes et druzes a été créé à l'initiative d'un homme d'affaires israélien, Martin Indyk. Le père de Zidan a fait spécialement le déplacement pour l'occasion. Nous croyons au destin et c'est pour cela que mon fils a agi de la sorte. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Mon fils s'est battu avec loyauté au sein des forces de police et pour son pays. C'est ce qu'il me disait tout le temps. Plusieurs mesures ont été annoncées au cours de cette première rencontre de travail. Plus de 1000 femmes druzes pourront très prochainement travailler dans une usine dans la ville de Beit Jehan et la veuve du policier Zidan recevra une pension. Mais au-delà des aspects économiques, la famille Saïf a des revendications politiques. Nous souhaitons que cette alliance dans la mort le soit également dans la vie. Et nous demandons au Premier ministre de donner aux Druzes le statut que nous méritons au sein du gouvernement, de nous donner ce qu'il nous revient de droit. Sur les 3000 habitants que compte le village de Beit Jehan, d'où était originaire Zidan, plus de 400 sont morts en portant l'uniforme de l'armée israélienne. À Milan, en Italie, l'exposition universelle 2015 vient d'ouvrir ses portes. Toute la planète y est présentée jusqu'au mois d'octobre sur le thème de l'alimentation, enjeu majeur pour préserver la planète. Mais le thème retenu n'a pas suffi à fédérer tout le monde autour de cet événement, car il y a eu des manifestations parfois violentes à Milan. Reportage de notre envoyé spécial Ayman Siksik avec Léa Volbert. Pas d'expo, c'est ce qu'on peut lire sur les affiches qui parsèment Milan à l'approche de l'exposition controversée. Sur les murs de la ville, des graffitis traitent les organisateurs de l'exposition de mafia. Mais sur place, tout semble aller pour le mieux.
Avec plus d'1,5 km de long, il faut bien compter plusieurs jours pour visiter l'exposition. La première journée est placée sous le signe de l'art. Débordante de créativité, ces galeries déclinent les rapports de l'homme à la nutrition. C'est la chambre des outils. C'est un espace dédié à l'histoire des instruments et qui montre comment les outils servant à l'agriculture, à la pêche et à l'élevage ont influencé l'histoire de l'humanité. C'est sans doute l'un des sujets les plus importants de notre époque. Comment nourrir 9 milliards de personnes d'ici 2050 de manière fiable et durable? Ce que nous essayons de dire aux gens, c'est que nous sommes tous l'un de ces 9 milliards. La nuit tombe sur Milan. Symbole des pays défavorisés, le pavillon népalais est le seul à être déserté de tout représentant officiel. Quant aux drapeaux, ils sont en berne, en hommage aux victimes du séisme. C'est incroyable que tous les soirs, 800 millions de personnes dans le monde vont dormir en étant sous-nourries ou mal nourries. C'est 2,5 fois la population des États-Unis. L'autorité palestinienne vient quant à elle aborder le sujet du manque de ressources avec une exposition sur les défis liés à l'entretien d'une agriculture stable au Moyen-Orient. Un thème également présent du côté de Dubaï, du Koweït et du Qatar. Deuxième jour, direction Israël et ses solutions écologiques. Ce pays, peu importe la rareté des ressources comme les terres ou l'eau, a réussi à cultiver une quantité double de riz, de maïs ou de blé. Très attendu à l'Expo 2015, le pavillon israélien est la réplique d'un champ situé dans le nord du pays, composé de blé, de riz et de maïs poussant pratiquement à angle droit. Quant au pavillon brésilien, il nous rappelle que l'Expo 2015 est avant tout placée sous le signe du divertissement. Alors on s'arrête un instant sur cette expo de Milan sous un angle économique avec vous Lionel Friedfeld. Bonsoir, analyste financier. Parce qu'effectivement, on sait que la gastronomie c'est l'un des atouts de l'économie italienne et eh bien, actuellement se développe en Italie ce qu'on appelle le food tech. Food tech évidemment c'est l'alliance entre l'agroalimentaire, la gastronomie et la technologie. C'est un thème majeur cette année à l'expo universelle évidemment à Milan. En fait il faut savoir que la Lombardie a misé fort sur la technologie. Près de 196 startups sont créées chaque année. Et 50% de startups sont liées au domaine agroalimentaire. Ouais. Il y a des exemples de réussite justement dans ce secteur. Il y a de nombreux exemples et c'est vrai qu'en fait l'Italie a toujours été très forte dans l'alimentaire depuis l'Antiquité, depuis les Romains. Effectivement il y a une biodiversité de près de 7000 aliments qui sont énormes et c'est pour ça qu'aujourd'hui les Italiens veulent en fait donner en fait cet avantage compétitif on va dire dans l'alimentaire notamment aux Américains et Michelle Obama, on attend notamment Michelle Obama à l'Expo universelle, elle qui notamment est connue aux États-Unis en fait pour la lutte contre l'obésité. Les Italiens veulent justement ouvrir ces nouvelles technologies pour lutter contre l'obésité aux Américains. Alors on parle du reste de l'actualité économique aujourd'hui. On a vu que la bourse de New York a plongé en raison d'un dollar trop fort, d'où un déficit commercial qui en découle pour les Américains. Et le responsable, c'est peut-être le yuan chinois. Effectivement, et c'est normal, selon le Wall Street Journal, le Fonds monétaire international, le FMI, en fait, qui depuis 10 ans avait une espèce de doctrine qui suivit notamment les États-Unis, qui avait dit que le yuan était, on va dire, trop bas, il fallait le surrévaluer. En fait, pour la première fois, le FMI dit qu'il a atteint sa fair value, c'est-à-dire que véritablement sa vraie valeur. Et donc, mécaniquement, ça veut dire que le dollar américain qui s'était envolé va pénaliser les exportations des grandes entreprises américaines à l'étranger. On parle maintenant de la Grèce, car là, il y a toujours un problème. On pensait qu'un accord se profilait à l'horizon. Rien n'est moins sûr, car l'économie grecque se dégrade de nouveau. Tous les voyants passent au rouge, malheureusement, que ce soit le chômage, que ce soit la dette, le déficit, notamment avec les derniers chiffres de la Commission européenne, notamment sur la croissance qui était prévue pour 2015 à 2,5%. Cette prévision de croissance est révisée à la baisse à 0,5%. Donc la Grèce qui s'engouffre véritablement dans une solution très très difficile. Ouais, donc il n'est pas sûr qu'il y ait un accord qui soit trouvé avant le mois de mai avec les créanciers. Pas sûr, effectivement. Merci beaucoup Lionel Friedfeld, donc analyste financier. En football, début ce soir des demi-finales aller de la Ligue des Champions avec un premier choc. Juventus-Real Madrid. La Juve, tout juste championne d'Italie, veut retrouver le sommet européen. Mais pour cela, elle va devoir faire tomber le tenant du titre madrilène, Lise Barenbaum. 4e titre de champion d'Italie d'affilée pour la Juventus de Turin. La vieille dame décroche la timbale pour la 31e fois de son histoire après un déplacement victorieux sur le terrain de la Sampdoria gagné 1-0. Lo scudetto ormai è archiviato.
Nous avons gagné le championnat. Nous avons atteint notre objectif qui n'était pas du tout acquis, parce que gagner un 4e titre d'affilée n'est absolument pas facile. C'est mon premier scudetto avec la Juventus et je pense que les joueurs le méritent. 4 journées avant la fin de la saison, les Bianconeri ont écrasé la concurrence. Malgré leurs 17 points d'avance sur le 2e de Serie A, la Lazio de Rome, la Juve ne battra pourtant pas le record de 102 points établi l'an dernier. Mais ce succès est l'occasion pour la Juve de se consacrer entièrement à son grand défi, son retour dans le dernier carré de la Ligue des Champions, après 12 ans d'absence et un duel avec le tenant du titre, le Real Madrid. Nous sommes parmi les 4 meilleures équipes d'Europe. Personne n'aurait parié une lire sur nous, encore moins 1 euro. Beaucoup s'attendaient à ce que la Juve sorte de la compétition en phase de groupe. Nous avons fait quelque chose de génial, mais nous ne voulons pas nous arrêter ici. Nous devons tout tenter, car nous allons affronter les champions d'Europe. Une rencontre qui inquiète même les pensionnaires de la Casablanca. La Juventus a des joueurs qui ont beaucoup d'expérience. C'est vrai que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas atteint les demi-finales, mais leurs footballeurs sont habitués à jouer des matchs exceptionnels. En plus, ils seront très motivés parce que ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas atteint ce niveau de la compétition. Pour l'entraîneur Allegri, en poste depuis 1 année seulement, après les regrets laissés par le départ de Conte, c'est déjà un grand succès. Et les fans en sont conscients. Avec ce Scudetto, je pense que nous avons montré que notre équipe est sérieuse, dure et responsable. Au-delà du mérite du club, cela montre les efforts de nos joueurs et la sagesse de l'entraîneur qui a su les guider. Et cela pourrait ne pas s'arrêter là quand on sait que la Juve peut toujours rêver de son premier triplé, avec également la finale de la Coupe d'Italie prévue le 7 juin contre la Lazio de Rome, soit le lendemain de la finale de la Ligue des Champions. Voilà, et puis en attendant l'autre demi-finale, demain ce sera Bayern-Barcelone, gros choc également. On dit un mot de José Mourinho qui vient d'obtenir donc un 5e titre de champion d'Angleterre avec son club fétiche Chelsea. Eh bien la presse anglaise fait état ce soir de négociations qui auraient été conclues pour prolonger le contrat de Mourinho avec Chelsea qui est un peu devenu le club de son cœur et il pourrait donc y finir carrément les prochaines années, ou en tout cas sa carrière d'entraîneur. C'est en tout cas une information relayée ce soir par la presse britannique. Le cinéma, c'est tout de suite. Et comme chaque semaine, les sorties cinéma avec Laetitia Lorini. Bonsoir Jean-Charles. Alors, qu'est-ce qu'on va voir de beau cette semaine ? Voilà, demain, c'est comme tous les mercredis, les sorties des films en salle en France. Alors, c'est parfois compliqué de choisir quel film on préfère voir. Il faut faire un petit peu le tri dans toutes les critiques qu'on lit un petit peu partout. Je suis là pour le sauveur, comme une sauveuse. On va commencer déjà par une sélection des 3 films à ne pas manquer cette semaine. Le premier, c'est ce film du réalisateur norvégien Erik Pope avec Juliette Binoche qui, comme on en a l'habitude, cope un rôle de femme forte et émouvante. Elle est photoreporter et elle est tiraillée entre son métier à risque, qui est sa vocation, et puis sa famille qui meurt d'angoisse à l'idée qu'elle y laisse sa peau et il voudrait qu'elle arrête. Un autre film à ne pas manquer, et là on change complètement de registre, c'est la grosse comédie de la semaine, réalisée et jouée par Clovis Cornillac, un peu beaucoup aveuglement. C'est le feel-good movie du printemps pour ceux qui ont envie de se détendre un petit peu. Le 3e film qu'il ne faut pas manquer cette semaine, et c'est vraiment le film que je vous recommande, ça s'appelle Le Partisan, c'est du réalisateur australien à suivre, Ariel Kleiman, et Vincent Cassel y joue un rôle extrêmement inquiétant et fascinant comme il sait le faire. Il incarne donc Grégory, qui est un père de famille aimant, entouré de femmes et d'enfants qu'il en a pour certains recueillis. On est dans un monde clos, calme, à l'apparence idyllique, mais c'est seulement une apparence. Derrière tout cela se cache une terrible réalité. On a quelques images de ce film qui vont arriver très rapidement. Voilà. Donc on le retrouve, donc, voilà, Vincent Cassel. Donc ces enfants sont dressés pour tuer et ils ne sortent que pour effectuer leur mission sordide. C'est des enfants influençables donc auxquels Grégory impose une terrible éducation, rien que pour les protéger. Et comme l'a expliqué l'acteur en parlant de son rôle, il parle de ça comme un
un abus de pouvoir total, condamnable, mais auquel l'homme croit complètement. Il ne fait comme n'importe quel père que ce qu'il croit de mieux pour ses enfants. L'action de ce film pourrait finalement se passer un petit peu n'importe où, partout où les enfants pourraient haïr la société qui les entoure et ils seraient soumis à une vision du monde unique jusqu'à ce qu'ils se révoltent. Voilà, c'est un film qui met l'accent sur la violence, mais qui est traité très sobrement et qui renvoie clairement à notre réalité actuelle. Donc c'est une fiction, mais qui évidemment pourrait, dont on ne sait pas trop où ça se passe, mais ça pourrait se passer avec dans un cadre assez sombre, avec un casting d'enfants aussi, parce qu'on parle de Vincent Cassel dans un rôle intriguant, mais les enfants sont aussi fascinants dans ce film Le Partisan. Et ben voilà, donc c'est à voir, c'est votre choix de la semaine, Laetitia Loreni, donc on va le suivre. Et on ira voir donc Partisan avec Vincent Cassel. Merci à vous, Laetitia Loreni. On va se retrouver dans un instant pour évoquer donc ce rapport rendu par l'ONG israélienne Breaking the Silence, rompre le silence, et qui, sur la foi de témoignages d'anciens soldats israéliens ayant participé à l'opération Bordure Protectrice, estime que des ordres ont été donnés clairement pour ne faire aucune distinction entre civils et combattants du Hamas, qui fait évidemment débat, car l'armée israélienne dispose d'un code d'éthique et qu'elle revendique ce code d'éthique. Donc on débattra dans un instant avec des invités de ce rapport, de ce qu'il contient, des témoignages recueillis et donc des conséquences que cela pourrait avoir. Donc rendez-vous juste après la pause pour évoquer tout cela en longueur. On vous emmènera également du côté d'une réunion de la diaspora de juifs égyptiens qui a eu lieu ces jours-ci sur les bords de la mer Morte en Israël. À tout de suite. Le projet de loi très contesté sur le renseignement adopté en première lecture à l'Assemblée nationale avec une majorité très large de 438 voix. Il prévoit d'élargir les méthodes de surveillance pour lutter contre le terrorisme. La coalition tarde à se mettre en place autour de Netanyahou en Israël. Il ne reste qu'un peu plus de 24 heures au Premier ministre pour former sa coalition, où il pourrait théoriquement perdre l'initiative de la former. L'État islamique tente de prendre pied aux États-Unis. Le groupe terroriste a revendiqué l'attaque menée par 2 hommes au Texas hier, 2 suspects radicalisés qui étaient déjà sous surveillance. Le calme semble revenu au sein de la communauté éthiopienne d'Israël après les violentes manifestations de ces derniers jours, et notamment celle de dimanche soir à Tel Aviv, pour dénoncer le racisme de la police à leur égard. Ces Israéliens d'origine éthiopienne espèrent maintenant que le message a été entendu. Julien Baloul s'est rendu aujourd'hui à la rencontre de ces Juifs venus d'Afrique en Israël, une communauté qui reste encore à part dans la société israélienne. Reportage à Rishon LeZion. Ayanao est journaliste. Il a émigré en Israël depuis l'Éthiopie à l'âge de 10 ans. Depuis le début des émeutes, il tente d'expliquer à ses collègues et au monde ce que vit sa communauté. Selon lui, pour comprendre, il faut ignorer les ONG et aller directement au contact de la population. Il nous donne donc rendez-vous dans la banlieue de Tel Aviv. Nous nous trouvons dans le quartier de Ramat Eliaou, à Rishon LeZion. Il y a ici une forte concentration d'immigrés éthiopiens. C'est un quartier très pauvre. Ici, rien n'est simple. Il y a des familles avec 5 ou 6 enfants et ils n'arrivent pas à s'en sortir dans leur situation économique. La présence de notre caméra attire l'attention. Certains habitants du quartier nous interpellent pour demander à témoigner. Je n'ai pas du tout été surpris par la manifestation. Ça fait 30 ans qu'on a cette souffrance en nous. On continuera de se battre jusqu'à ce qu'on obtienne ce qui nous revient de droit, comme chaque citoyen. Par exemple, je veux pouvoir me balader dans la rue à 22 h, pouvoir acheter des cigarettes comme tout le monde sans qu'on m'arrête. J'en ai marre que la police m'arrête pour un rien. Quelques rues plus loin, on trouve Doron, propriétaire d'une boutique d'épices depuis 16 ans dans le quartier. Avec le temps, il est devenu un repère pour les habitants qui ne peuvent pas toujours payer ce qu'ils souhaitent acheter dans son magasin. Ce n'est pas qu'une histoire de facture. Parfois, tu sais, ils viennent me demander de l'argent en attendant d'avoir leur salaire. Je pense qu'ils ont beaucoup de problèmes, des médicaments qu'ils veulent acheter. Leur vie est vraiment dure. Avec une peine visible dans les yeux et la nostalgie dans la voix,
Il se souvient de la manière dont il imaginait Israël lorsqu'il était enfant en Éthiopie. Venir ici était un rêve. Toutes les nuits, on en parlait. On nous disait l'an prochain peut-être. On rêvait tellement d'Israël. Et ça vous a fait quoi d'arriver? On est arrivé et la réalité nous a rattrapés. À la fin de la journée, Ayanaou refuse de terminer la visite sur une note négative. Il rejette le parallèle avec Baltimore, rappelle que la situation de beaucoup d'Éthiopiens s'est améliorée avec le temps et lance un message d'espoir. Le fait que certains membres du gouvernement ou de la police soient racistes ne font pas de tout le pays un État raciste. Il y a des racistes, mais pas tout le monde ne l'est. Aujourd'hui, nous, ce que nous voulons, c'est faire partie du leadership de ce pays. On veut être ministre, maire, député, sentir que l'on fait partie du pays. Un rêve que la plupart des Israéliens espèrent devenir réalité pour les immigrés d'Éthiopie. Autre communauté vivant en Israël et ayant une histoire particulière, il s'agit des Juifs originaires d'Égypte. Tous ont dû quitter l'Égypte en raison de la guerre israélo-arabe, notamment dans les années 70. Et un documentaire s'efforce de retracer leur histoire, d'où cette rencontre organisée pour eux sur les bords de la mer Morte en Israël. Reportage Merav Savir avec Léa Volbert. Des dizaines de membres de la diaspora juive égyptienne sont arrivés à la mer Morte pour 3 jours de conférences. La plupart avaient fui leur pays d'origine au cours de ce que l'on appelle la deuxième sortie d'Égypte. Au programme du séminaire, la projection en avant-première d'un film documentaire sur les Juifs d'Égypte, signé Elliot Malki, lui-même exilé d'Égypte à l'âge de 18 ans. Quand tous les biens de mon père ont été confisqués au début des années 60, il était presque impossible de mener une vie normale. J'ai un très bon souvenir du Caire. Pour cette édition 2015, ce colloque se focalise sur la préservation des sites juifs en Égypte. Avec la destruction des sites historiques en Irak par l'État islamique, les Juifs originaires d'Égypte craignent pour les lieux de culte qu'ils ont laissés derrière eux. En juin dernier, le sujet de la préservation des sites juifs dans les pays arabes avait été présenté à la secrétaire générale de l'UNESCO, Irina Bokova. L'UNESCO parle et agit pour préserver les lieux sacrés musulmans, les lieux sacrés chrétiens, mais ils n'ont pas encore touché les sites juifs dans les pays arabes. Mais la préservation de ces sites n'est pas une priorité pour tout le monde. Je pense malgré tout que ce ne sera pas un objectif très utile pour la prochaine génération. Car cette prochaine génération n'ira presque pas visiter l'Égypte et ses synagogues. Un avis qui ne fait pas l'unanimité, certains y voient un témoignage de l'histoire des Juifs d'Afrique du Nord qu'il faudra préserver. On vient à présent donc sur la polémique créée par ce rapport d'une ONG israélienne concernant l'attitude de Tsahal durant la guerre à Gaza. Il s'agit de Breaking the Silence, rompre le silence, qui entend dénoncer les dérives de l'armée israélienne en s'appuyant sur des témoignages de soldats israéliens. Certains d'entre eux estiment que les ordres donnés permettaient aussi de viser les civils à Gaza. Le reportage de Maxime Pérez. Presque un rituel. À chaque guerre ou opération, l'armée israélienne se retrouve sur le banc des accusés. Et à chaque fois, l'organisation Brisons le silence y va de son rapport sur l'attitude des militaires israéliens. 10 mois après l'opération Bordure protectrice à Gaza, l'ONG israélienne publie de nouveaux témoignages à charge. 70 soldats et officiers, simples appelés ou réservistes, dénoncent les dérives de Tsahal dans la bande de Gaza. Ce qui ressort clairement des témoignages que nous avons recueillis, c'est que les soldats n'ont pas enfreint les règlements militaires. Les soldats ont fait exactement ce que l'armée leur a demandé de faire. Les règles d'engagement étaient comme ceci, on largue des tracts et on lance un ultimatum aux civils. Une fois l'ultimatum dépassé, on tire sur tout ce qui bouge. Yehuda Shaul n'en est pas à son premier réquisitoire contre l'armée israélienne. Une armée qu'il a servi en tant qu'officier dans les territoires palestiniens pendant les années noires de la seconde intifada. Aujourd'hui, il s'élève contre l'idée que Tsahal serait l'armée la plus morale au monde. Ce qui est troublant, c'est de continuer à entendre le discours officiel, à savoir « on a tout fait pour éviter les pertes civiles ». Mais toute personne qui connaît les règles de la guerre sait que c'est de la poudre aux yeux.
Vous ne pouvez pas tirer des milliers d'obus d'artillerie sur la bande de Gaza et prétendre que vous avez tout fait pour épargner les civils. Accusé par certains d'attiser la haine d'Israël, de participer à sa délégitimation, l'ONG Brisons le silence s'en défend. Son combat, disent ses membres, c'est précisément celui de la morale. Ce qui nous importe, c'est ce qu'est Israël et non pas comment ce pays est perçu à l'étranger. C'est un vrai combat pour notre morale, pour l'identité de notre société, ce pourquoi nous vivons, notre éthique. L'armée israélienne réfute les accusations portées à son encontre et accuse le Hamas d'avoir systématiquement utilisé la population civile comme bouclier humain. Et si son expérience, ajoutée aux technologies de pointe, n'ont pas suffi à éviter les dommages collatéraux, Tzahal considère que ses soldats sont libres de refuser des ordres dans le respect des institutions militaires. L'armée israélienne n'a jamais visé de civils de manière intentionnelle. Si un soldat pense avoir mal agi, son devoir moral est de s'en remettre à la police militaire, au parquet militaire, de sorte qu'une enquête puisse avoir lieu. Il n'empêche, plusieurs ONG israéliennes ont décidé de ne plus coopérer avec le parquet militaire après l'opération à Gaza. Jusqu'ici, 13 enquêtes ont été ouvertes pour divers incidents impliquant des pillages ou la mort de civils. Alors on va débattre justement des conséquences de ce rapport, de ce qu'il contient également, parce que c'est un rapport qui est très largement repris aujourd'hui dans la presse internationale notamment, et on va en parler. Je salue d'abord nos invités. Bonsoir Nadia Ellis, chercheuse à l'université de Tel Aviv et spécialiste dans l'analyse du discours. Bonsoir Marius Shatner, vous êtes journaliste et écrivain. Meir Dan, bonsoir. Vous êtes lieutenant-colonel de réserve dans l'armée israélienne et vous avez participé à cette dernière opération bordure protectrice, entre autres, on l'imagine. Alors d'abord, avec vous, Nadia Ellis, comment justement faut-il lire ce rapport, parce qu'il est repris dans la presse étrangère abondamment, notamment en France. Qu'est-ce qu'il contient et comment est-ce qu'il faut l'interpréter ? Eh bien, puisque la question c'est comment faut-il lire, moi je répondrais il faut le lire déjà, parce que nous avons ici un certain nombre d'articles qui reprennent des parties, des bribes de ce rapport, en cherchant évidemment l'effet choc, puisque effectivement le rapport est choquant en soi, mais ce serait suffisant de le lire pour voir qu'il y a des problèmes. Mais alors en plus, la manière dont c'est repris par les médias, ça rend cela encore plus problématique. Si on va prendre par exemple l'article du Monde qui titre « La dérive morale de l'armée israélienne », alors déjà il y a un emploi d'un terme qui est très ambigu. La dérive morale de l'armée israélienne, ça peut vouloir dire que toute l'armée israélienne est partie à la dérive, ou ça peut vouloir dire qu'on traite de la partie qui est allée à la dérive. Donc c'est pas très clair. On dirait plutôt que c'est l'armée entière qui, en gros, a perdu son sens de la morale. Et alors, effectivement, il y a témoignage après témoignage, énormément de phrases, de moments, de témoignages choquants qui ne sont pas, malheureusement, et là, c'est peut-être le plus grand problème de la reprise de ce rapport, qui ne sont pas mis en contexte. C'est-à-dire, si on va lire ce rapport, on verra des témoignages très durs où les soldats, quand même... font attention à expliquer quel est le contexte physique, géographique, enfin situationnel et psychologique des gens. C'est-à-dire, ils vont expliquer quand même que c'est très compliqué, que ça fait 3 semaines qu'ils sont à l'intérieur. Ils vont vraiment essayer de montrer comment ils sont arrivés à faire des choses parfois affreuses, comme celles qui sont décrites dans ce rapport, ce qui n'est pas présent du tout dans les articles qui reprennent ce rapport. Donc, le biais, en fait, contre l'armée israélienne est tellement fort qu'on ne rappelle même pas qu'il s'agit d'une guerre. On ne rappelle même pas que le Hamas est en train de lancer des roquettes sur Israël. On emploie, ça c'est le double tranchant du mot opération. On parle de l'opération bordure protectrice comme si Israël avait décidé un beau jour de rentrer à Gaza pour, en gros, raser au sol ce qu'il trouve, ce qui n'est pas le cas. Il y a le manque total de tout ce qui s'est passé avant, de tout ce qui a amené à cette opération. Alors, il faudrait peut-être se poser la question, est-ce que c'est bien pour l'armée israélienne de continuer à appeler ces guerres des opérations ? Parce que quand on parle de la guerre du Liban, on comprend très très bien qu'il y a un conflit où les deux parties sont impliquées. Quand on parle d'opération à Gaza, on oublie qu'Israël a vécu sous des roquettes pendant 2 mois. Et ça, c'est problématique, parce que quand encore une fois, on lit ces articles, on oublie qu'il y avait une situation de guerre. Alors, Marius Shatner, vous avez lu, vous ce rapport, vous êtes même venu avec. Comment vous l'interprétez ? Vous vous dites que
il y a clairement des ordres qui ont été donnés, comme le disent... Non, moi, je vais vous dire franchement, je m'intéresse moins à l'impact des médias que sur ce qui s'est passé. La question qui se pose, et d'ailleurs, je cite l'AFP auquel j'ai travaillé des années, où le titre est d'ailleurs très très exact, le titre c'est « Gaza, des soldats israéliens accusent l'armée d'usage indiscriminé de la force ». La question qui m'intéresse, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? À la lecture du rapport, à la connaissance des gens qui l'ont rédigé, un peu avec mon passé journalistique, mais ça fait plusieurs années que je n'ai pas été à Gaza, je pense que ces témoignages sont extrêmement crédibles et ils constituent un acte d'accusation grave. Pas envers les soldats uniquement, et peut-être pas principalement, parce qu'il ne s'agit pas seulement de dérives, il ne s'agit pas seulement de fautes commises par tel ou tel soldat, mais la question c'est de savoir, est-ce que l'armée, dans ses consignes, qui étaient de tirer, de laisser un très grand espace vide d'habitants pour protéger effectivement les soldats, mais est-ce qu'il n'y avait pas également une volonté de punir qui s'apparente, je le dis moi, ce que ce rapport ne dit pas, mais à mon avis qui s'apparente à un crime de guerre. Alors, Meir Dayan, vous allez parler quelques instants, on revient après une pause, mais déjà vous pouvez donner votre avis. Je veux dire que tout ce que je vais dire ce soir ne veut en rien justifier des cas d'excès. En aucun cas. C'est-à-dire, là où il y a eu des excès, je les condamne en toute voix. Il faut dire que la bande de Gaza, il y a 1,5 million, 1,8 million d'habitants. Okay? Dans l'opération de Tzuk-Eitan, il y a eu 1600 morts. Je néglige pas, c'est très très important. La destruction était massive. D'une façon... 2200 morts, ils disent. Comment? Vous avez baissé le chiffre de 800 morts, c'est pas rien. 2400 morts? 2200. 2200. Je m'excuse. Je néglige la vie d'aucun. Je veux dire que l'ampleur de la destruction et le nombre de morts, et je le présente vraiment technique. Il n'y a aucun rapport entre les deux. Ça montre que la destruction et les attaques ont été très 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 sélectives. Et tout le monde sait à quel point l'armée israélienne tient à annoncer, à avertir en avant d'arriver quelque part. En tant que soldat, dans une situation de guerre, on rencontre des situations très, très, très cyniques et très extrêmes. En tant que soldat, quand je vois quelqu'un ou quelque chose, je me dis, c'est moi ou c'est lui. Alors, je vous interromps une seconde, on marque une pause, mais on revient évidemment sur ce débat parce que, évidemment, il y a encore beaucoup de choses à dire. Juste après la pause, on revient tout de suite. Alors on parle de ce rapport qui recueille des témoignages de soldats israéliens lors de la dernière opération à Gaza et qui évoque de possibles dérives, en tout cas des ordres qui auraient autorisé les soldats à tirer sur des civils. On est avec Nadia Ellis, avec Marius Shatner et Meir Dayan, lieutenant-colonel de réserve dans l'armée israélienne. Vous évoquiez donc ce ressenti parce que vous étiez vous sur le terrain. Est-ce que vous avez eu l'impression justement d'avoir eu des ordres vous autorisant à tout? Bien au contraire. Bien au contraire. Les ordres de l'armée donnent droit à tout soldat de refuser sur le champ. Aucun acte illégal ou immoral. Et croyez-moi, ça s'est passé. Des gens ont arrêté des actions lorsqu'ils ont eu des doutes sur le target, sur l'endroit qu'ils allaient attaquer. Parce qu'il y a eu des mouvements, ils pensaient qu'il y a des enfants ou quelque chose comme ça, ils ont refusé catégoriquement de bouger et les commandants n'ont pas insisté. Et c'est bien que c'est comme ça. Il faut dire que la bande de Gaza, c'est un endroit, le Liban, enfin, les opérations militaires de ces dernières années sont très, 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 très complexes. On n'a pas affaire à une armée régulière. La différence entre un combattant, je dis combattant, je me prive de certains mots, d'autres mots. Oui, vous dites pas terroriste. Voilà. Alors, la différence entre un combattant et un père de famille, c'est 2 mètres et la position de son corps. Il passe d'une fenêtre à une autre fenêtre, là il est père de famille, là il est combattant. Physique. Et ils le savent. D'ailleurs, ils entourent les bâtiments avec des explosifs pour éviter à ce que les familles quittent les immeubles. Et ils ne sont pas les vrais pères de famille.
ils les prennent en otage, sur l'étage de là où ils tirent. Et ils bougent tout de suite parmi les femmes et les enfants qui sont là-bas. C'est des situations très, très, très délicates, très, très difficiles d'identifier. Croyez-moi, il y a 13 ou 14 témoignages des soldats récemment. Et je suis très heureux et fier de ces gens qui sont là pour le dire parce qu'ils ne peuvent pas l'avaler. Et c'est bien. Il y a eu des dizaines de milliers d'actions. Des dizaines de milliers. Alors, encore, je répète, je ne cherche pas une proportion où, là où il y a une vie humaine innocente et perdue, il ne faut pas que ça se répète. Il faut essayer de faire de notre mieux pour l'arrêter. Okay? On parle de quelques dizaines de milliers de missiles qui ont été tirés de Gaza. Il y a une destruction massive qui a été faite par nous pour nettoyer du terrain, pour qu'on puisse approcher beaucoup plus en sécurité, en maximum de sécurité. Et malgré ça, il y a eu 2200 morts. Je m'excuse pour utiliser encore la proportion, mais aucune proportion entre le nombre des actions, l'ampleur de force et d'action qui étaient là-bas et le nombre de morts. Il y a un problème dans ce débat, c'est que vous étiez à Gaza, nous n'étions pas. Il aurait fallu... J'étais, d'ailleurs, excusez-moi de vous interrompre, M. Shatner, j'étais avec mes 2 enfants. Oui, bon, j'ai 2 enfants officiers à l'armée. On était tous les 3 sur le même cellule terrain. D'accord, mais ça, je ne mets pas du tout en doute le fait que vous étiez. Le problème, c'est que nous n'étions pas. Il aurait fallu parler avec des gens qui étaient... On n'était pas en particulier parce que les journalistes qui étaient en Israël n'ont pas pu y aller. C'est un point qui est important, soi-disant parce qu'il fallait les protéger. Mais il y a ces témoignages. D'ailleurs, il y a 60 témoignages, pas 15. La question qui se pose des témoignages, il y a quand même des accusations précises qui sont dites. Par exemple, que l'armée avait pour consigne de faire un vaste terrain de sécurité pour des raisons qui s'expliquent, pour la sécurité des soldats. Il ne s'agit pas de sadisme, bien sûr, mais de 300 mètres, 400 mètres, où toute personne qui était vue devenait une cible. Alors évidemment, parfois, on arrêtait le tir, mais c'était systématique. C'est les accusations qu'ils portent. Les deuxièmes accusations qui sont portées, c'est que, je veux dire, il y a eu effectivement des attaques ciblées, mais lorsqu'on prend l'attaque qui a eu lieu à Rafah après la capture, l'enlèvement d'un soldat, ce qu'on appelait l'opération Hannibal, où l'artillerie israélienne a tiré des obus de 155 mm et a fait 300 morts, qu'on ne me dise pas que c'est une attaque ciblée. Je veux dire. Donc, il faudrait parler de ça. Et si on parle de mots, d'ailleurs, dans la guerre du langage, qui n'est pas la préoccupation principale, je ferai remarquer que le premier, pas mensonge, mais truc, c'est qu'en hébreu, l'opération s'appelle Souketan, c'est-à-dire rocher inamovible, et en français et en anglais, on le traduit par bouclier, bordure protectrice. Pourquoi ? Justement, je me pose. Pourquoi c'est à votre avis? Je n'ai pas de réponse parce que c'est pas moi qui ai choisi la traduction, mais ceci dit, personnellement, je trouve qu'il y a quand même un problème autour de la communication. C'est-à-dire, je crois que là, on est 3, il n'y en a pas un qui essaye de dire ça ne s'est pas passé. On est tous d'accord que ça s'est passé, on est tous d'accord que ces 60 témoignages sont vrais, on est tous d'accord que ces 60 témoignages sont terribles. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la puissance de ces témoignages à l'intérieur d'Israël est celle de montrer à quel point nous sommes une démocratie, à quel point nous sommes prêts à nous remettre en question parce que ce rapport a passé la censure, parce qu'on est capable d'en parler. Et malheureusement, de l'autre côté, il y a le reste du monde qui ne prend pas apparemment aussi ce côté-là d'Israël, qui ne rapporte pas les milliers de témoignages de gens qui racontent l'autre côté de l'armée israélienne. On va reprendre seulement les 60 témoignages d'actes inadmissibles et qui doivent être jugés. Mais malheureusement, c'est ça qui devient l'image d'Israël. Et à propos d'image d'Israël, je trouve que là, il y a vraiment, encore une fois, une des faillites de la communication israélienne. C'est ce décalage immense qu'il y a entre le slogan israélien « l'armée la plus morale du monde » et ce qui sort sur les journaux. Pourquoi? Parce que quand on dit l'armée la plus morale du monde, nous savons tous qu'en fait, en Israël, nous savons tous que ça veut dire
Pas que nous sommes parfaits, mais que par rapport aux autres, franchement, on fait beaucoup plus d'efforts. Et donc, on est quand même peut-être effectivement les plus moraux du monde. Mais le slogan en soi a l'air de vouloir dire « Nous sommes la meilleure armée du monde, nous sommes parfaits, nous sommes géniaux ». Et forcément, ça ne peut pas aller avec un tel décalage quand on parle de ça et que de l'autre côté, il y a Israël qui se défend en disant « Nous sommes les plus moraux ». Alors là, il y a vraiment une faillite de communication de la part d'Israël. Mais pourquoi faut-il être dans la comparaison ? Je veux dire, moi je suis prêt à dire, il y a effectivement, l'armée israélienne n'est pas la pire au monde. Je veux dire, c'est vrai. Ce qui se passe à Gaza, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais les Américains en font autant, et on fait peut-être pire en Irak. Et ce qui se passe tout autour de nous, il y a des choses pires. Mais pourquoi ? Je veux dire, je ne suis pas dans la comparaison, je suis sur les faits. Et s'il y a des faits révoltants, et ce ne sont pas des bavures, c'est ça qui est grave. Le problème que Nadia évoque, et je suis tout à fait d'accord avec elle, le problème doit être traité, doit être étudié et jugé dans les cas où il faut, et condamné à 100%. Mais le problème, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il en est toujours. Vous savez, j'en ai écrit des milliers des ordres d'action, des milliers. Grâce à Dieu, la plupart, c'est en entraînement, et quelques centaines en vraie opération. Vous savez quelle est l'ampleur du chapitre qui concerne la population civile ? Elle est très importante, en détail. Est-ce que c'est ce message qui a été donné aux soldats qui allaient à l'opération ? Très profond. Très profond. Vous savez combien d'actions humanitaires des soldats ont fait à la bande de Gaza, à cette dernière opération, dans toutes les opérations militaires? Vous savez combien de vies de mes soldats j'ai risquées pour sauver des civils ou des actions civiles? On n'a pas de temps, mais je peux vous raconter des dizaines d'histoires que j'ai vécues moi-même. On prend des risques. C'est ce que vous dites, mais ce que disent ces soldats ne disent pas ça. Non, mais j'aimerais quand même... Il faut comprendre que ces soldats étaient dans une cellule précise, dans une situation précise. Ils ne sont pas là depuis leur engagement jusqu'à l'opération à la bande de Gaza, qu'ils ont été entraînés tout le temps à dommager la population. Il faut comprendre, vous savez combien de gens sont approchés envers nous avec les bras levés et ceinturés des explosifs? Combien? Moi, j'en ai vu 3. Moi, j'aimerais juste dire une dernière chose. Ce que vous dites me rappelle un peu maintenant les gens qui critiquent Israël qui est allé au Népal pour aider les gens après le tremblement de terre et qui disent mais il y a une énormité de critiques parce qu'ils disent mais enfin quelle bande d'hypocrites ces Israéliens, d'un côté ils détruisent Gaza et de l'autre côté ils vont aider le Népal. Oui, effectivement, en guerre, Israël a fait beaucoup de dégâts à Gaza et en même temps, c'est aussi une armée qui va sauver des vies en Népal. L'un ne nie pas l'autre. Alors là, effectivement, on a 60 témoignages de choses horribles. Ça ne veut pas dire qu'en même temps, il y a aussi un côté bon, moral, et enfin qui essaye de faire de son mieux, comme c'est décrit par d'autres gens. Je vais nous arrêter, malheureusement, on arrive au bout. Merci Marius Chatner, Nadia Ellis et Meir Dahan. Merci à tous les trois.